Voilà, bienvenue à vous au Centre Théâtre de Chardin, bienvenue à vous qui êtes dans la salle et puis bienvenue à tous ceux que je ne vois pas mais qui nous suivent derrière leur écran pour cette soirée qui fait partie d'une série organisée autour des 10 ans de Laudato Si, cette encyclique du pape François sur l'écologie qui avait fait date, on peut dire, qui avait beaucoup marqué par son intelligence, la compréhension systémique de l'ensemble, le lien qui était fait entre la question écologique et la question sociale, entre la question écologique, la question sociale et la question spirituelle. Et donc ce texte a beaucoup marqué, et on pourrait se demander, 10 ans plus tard, où est-ce que nous en sommes ? Peut-être que la question écologique a un peu reculé dans nos préoccupations. Les questions politiques, géopolitiques ont pu la faire reculer. Et à plusieurs, on s'est dit, c'est l'occasion de remettre la question sur le devant de la table. Voilà, en effet, 10 ans après Laudato Si, le pape Benoît XIV vient de publier aujourd'hui, alors vous ne l'avez pas encore lu, moi non plus, mais les premiers commentaires autorisés sont déjà sur la place publique, un nouveau texte, Dilexi Te, je t'ai aimé. Il reprend, il le dit lui-même, un projet qui avait été travaillé par le pape François avant son décès, mais il le reprend à son compte, il y ajoute des choses sur la question des plus pauvres. Et le pape Léon XIV a explicité qu'il avait choisi ce nom de Léon à cause, on pourrait dire, de la révolution numérique, qui est le pendant de la révolution industrielle que Léon XIII avait beaucoup travaillé. Et la question de l'écologie ne lui est pas du tout indifférente, puisqu'il a organisé, il y a quelques jours, un événement à Castel Gandolfo, où il a réuni un certain nombre de gens pour réfléchir à ces questions. Et donc, les 10 ans de Laudato Si tombent entre cet événement du pape à Castel Gandolfo et la COP30, qui aura lieu bientôt à Belém. Où en est l'écologie aujourd'hui? Est-ce qu'elle progresse ou est-ce qu'elle régresse? Eh bien, nous allons entendre Ulrich de Gélis, qui est parmi nous ce soir. Merci beaucoup d'être avec nous. Ulrich est prêtre de l'Emmanuel au diocèse de Paris, professeur de théologie au Collège des Bernardins et plus particulièrement directeur du pôle de recherche au Collège des Bernardins. Alors, tu nous as préparé une analyse à la fois qui prend en compte les aspects à la fois sociologiques, géopolitiques, mais aussi spirituels et philosophiques. Et donc, nous te laissons la parole pour 45-50 minutes. Et puis ensuite, nous passerons le micro à la salle. Ceux qui sont à distance peuvent aussi poser des questions par le chat. Nous retransmettrons vos questions à l'oral. Voilà, je te laisse la parole. Merci. Voilà, merci Dominique. Je suis content d'être là parmi vous ce soir. Alors en effet, je suis le directeur du pôle de recherche du Collège des Bernardins et puis depuis maintenant aussi que j'exerce cette mission, c'est-à-dire depuis plus de 5 ans, je m'occupe de la question écologique alors, dans le cadre d'un groupe de recherche au Collège des Bernardins. Donc c'est une question qui m'est chère, c'est une question que je n'étudie que depuis 5 ans. Donc ce n'est pas non plus depuis 15 ans ou 20 ans, mais c'est une question qui m'est vraiment chère. Il se trouve que j'ai eu la chance de pouvoir être présent à Castel Gandolfo, comme le disait, à cet événement dont parlait Dominique, qui a eu lieu début octobre, mais je vous en dirai aussi un mot, parce qu'il m'est apparu aussi une vision de l'engagement de l'Église mondiale sur cette question-là, et pas simplement française. Et je trouve que ça a un intérêt aussi de pouvoir vous la communiquer, ainsi que quelques sentiments, retours que moi j'ai reçus, que j'ai perçus du texte, du discours du pape Léon au cours de cette conférence à Castel Gandolfo. Première partie donc qui est constat sur l'engagement écologique. Je me suis amusé à parcourir quelques études. Je trouve que c'est intéressant de savoir où est-ce que ça en est. Donc c'est une approche plutôt, on va dire, sociologique. Constat sur l'engagement écologique des citoyens, des chrétiens, des entreprises et des institutions. Comme ça, on a un peu tous les niveaux, si vous voulez, des acteurs qui sont et de leur engagement sur la question écologique. Et puis la deuxième partie, qui découlera de la première, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que l'écologie soit plus qu'une mode.
C'est une mode qui vient, qui va, etc. Mais comme ça, vous avez déjà la conclusion de ma première partie. C'est que l'écologie, c'est une mode, avec à la fois des points positifs et en même temps des points négatifs. Alors, donc voilà, j'ai compilé des études qui datent de 2022 et 2025. Très intéressant de voir la distinction entre ces deux dates, parce que évidemment, 2024-2025, il y a un contexte politique et économique particulier qui fait que les choses changent un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut dire ? D'une manière générale, en 2022, 85% des Français estiment que le climat est une question d'importance. Pas mal quand même. Donc on peut se dire, vous voyez, on a parfois un peu l'impression que précisément la question est en recul. Ben, il y a 3 ans, en fait, 85% des Français disaient que c'était une question d'importance. Alors ça, le deuxième point était un point qui est important, c'est qu'en 2025, on voit une érosion des priorisations de l'écologie. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ça veut dire qu'en 2022, l'écologie fait partie du top 5 des questions qui intéressent les gens. C'est vraiment une question cruciale. Mais en 2025, cette question-là de l'écologie est dépassée par d'abord le pouvoir d'achat. Il suffit de lire la presse, on voit bien que c'est ça. Ensuite, l'insécurité. Ensuite, des questions de santé. Ensuite, des questions d'immigration. Et enfin, des questions environnementales. Ça reste parmi les 4 premières grandes questions. Mais vous voyez, la priorité s'est fait damer le pion par d'autres questions. La préoccupation écologique reste fortement corrélée aux opinions politiques. Ça, c'est un point qui ressort de toutes les études. Globalement, plus vous êtes de gauche, plus vous êtes sensible à la question écologique. Inversement, plus vous êtes de droite, moins vous êtes sensible à la question écologique. Ça reste global, donc c'est caricatural ce que je veux dire, mais c'est vrai, c'est quelque chose qui est vrai. Voilà. Ce qui représente un obstacle. Ça, c'est un point qui est vraiment important. C'est-à-dire que pour que la question écologique progresse, il faut qu'on arrive à la dépolitiser. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que tant que c'est encore l'apanage d'un des partis ou d'une aile de l'échiquier politique, on aura beaucoup de mal à avancer. Ça, c'est vraiment un axe d'effort important. Et enfin, ce que je trouve très intéressant dans ces études, tant en 2022 qu'en 2025, c'est le fort sentiment d'impuissance. Et c'est vrai que peu de sondés disent avoir profondément changé d'habitude ou de mode de vie. Donc il y a une sorte de paradoxe parce que beaucoup de gens disent que c'est une question très importante, mais beaucoup de gens ne font pas d'efforts ou peu d'efforts. Alors, l'engagement des chrétiens. L'engagement des chrétiens, je vous donne ici quelques résultats que j'ai. Simplement, je précise avant ça que l'étude, il y a une étude en particulier qui a été faite par Parlons Climat et l'IFOP, une étude qui a un problème parce que les échantillonnages sont peu nombreux. Donc c'est une étude on la prend comme quelque chose d'indicatif, mais elle peut avoir un problème de représentativité. Ça va ? Voilà. Alors j'ai dit plusieurs études de fait entre 22 et 25, mais c'est surtout une étude de 2025 sur laquelle je me suis appuyé. À l'heure actuelle, globalement, 34% des Français se disent chrétiens, disent l'étude. En réalité, si vous cherchez les chiffres, c'est plutôt 38%. Et il y a 29% de catholiques dans la société française. Voilà, ça c'est les chiffres que vous trouvez habituellement Un taux de conscience globalement le même que dans la société à propos de la question écologique. Ça, c'est une nouveauté, parce qu'on pensait qu'à l'origine, les catholiques en particulier étaient globalement plus climato-sceptiques que les autres. C'était le sentiment qu'on avait. Les études tendent à montrer que ce n'est pas tant le cas que ça, que globalement, le taux de conscience de l'urgence écologique chez les chrétiens est globalement le même que dans la société. 82%, tout à l'heure j'ai dit 85% pour la société française, 82% des chrétiens c'est catholiques, évangéliques, protestants, tout confondu, estiment qu'il faudrait changer de mode de vie avec des disparités. Ça change selon l'âge, selon la classe socio-professionnelle. Ça change. Par exemple, c'est beaucoup plus présent chez les jeunes et moins chez ceux qui sont plus âgés. Globalement, les chrétiens donc, ne sont pas plus climato-sceptiques que les autres. En 2022, 2025, il faudrait refaire l'étude. Mais en 2022, c'est ce que dit cette étude. La conscience sociale et écologique croît avec l'engagement religieux. C'est très étonnant, mais c'est vrai, semble-t-il, ce que dit cette étude, qui prend à la fois des populations urbaines et des populations rurales.
C'est-à-dire que plus on est assidu à la messe, à la lecture de la Bible, ça c'est pour les protestants, plus la prière personnelle ou communautaire est vive et corrélativement, plus il y a une prise de conscience de type DSE. Alors DSE c'est plus large que la question écologique, mais ça intègre aussi des préoccupations environnementales. Par exemple, de plus en plus d'entrepreneurs chrétiens intègrent dans leur propre modèle d'entrepreneuriat des questions environnementales ou des questions qui sont liées au travail, bon travail. Voilà. DSE, ça veut dire quoi? Doctrine sociale de l'Église. Ouais. Merci. La doctrine sociale de l'Église, qu'est-ce que c'est? C'est un corpus d'encycliques sociales, globalement depuis Rerum Novarum de Léon XIII, que tu as cité tout à l'heure, jusqu'à Dilexit T, 9 octobre 2025, par le pape Léon. Mais voilà, Laudato Si en fait partie, Laudate Deum en fait partie. Voilà, les grandes encycliques du corpus de la réflexion de l'Église sur la façon de construire une société bonne. On va dire ça comme ça. Une attente particulièrement vive des chrétiens à l'égard des églises et des pasteurs. C'est vrai dans toutes les confessions, dit cette étude, c'est-à-dire que les chrétiens attendent un engagement des pasteurs et des responsables d'église dans la question écologique pour pouvoir s'engager eux-mêmes. C'est-à-dire que si jamais ils ne font pas le pas, ils auront tendance à ne pas faire le pas eux-mêmes. Donc ça, c'est pour les prêtres et pour les responsables de communauté. Voilà. Et enfin, ce qui est très intéressant, ça c'est l'Église 2025 qui le met, c'est-à-dire que l'étude 2025, c'est-à-dire que les études sociologiques montrent l'émergence assez claire d'une génération Laudato Si qui est tout à fait particulière, c'est-à-dire qu'elle est jeune, urbaine et engagée. Elle est jeune, urbaine et engagée, souvent elle est très diplômée, et ce sont des chrétiens qui s'engagent fortement. Voilà. Alors, génération Laudato Si, ça ne veut pas dire que ces jeunes-là se reconnaissent de la génération Laudato Si, comme certains se sont reconnus comme la génération Jean-Paul II ou la génération Benoît XVI, mais c'est une appellation de cette étude-là pour désigner ce groupe. L'engagement des institutions maintenant. Quand on regarde l'engagement des institutions, alors vous voyez la première étape, c'était quand même de dire que la conscience écologique a quand même bien progressé, malgré une certaine inefficacité dans les actes de cette conscience. Mais globalement, ça a bien progressé dans la société et dans les sphères chrétiennes. Parce que maintenant, pour ce qui est des institutions, plusieurs constats en 2024-2025, c'est très global ce que je dis, mais c'est vrai et pas simplement pour la France. Vous avez un recul des politiques environnementales en France et en Europe, ce qu'on appelle le backlash écologique. C'est un terme technique qui est apparu dans la presse et qui fait l'objet d'études. Le backlash écologique, je vous ai mis quelques exemples. C'est juste c'est en fait parce qu'on en a parlé dans la presse, donc c'est pour ça que j'ai cité ça. Je ne discute pas de l'idonéité des mesures, d'accord? Je ne dis pas que, par exemple, la fin des ZFE, c'est une bonne ou une mauvaise chose. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis simplement que quand on dit, mais la fin des ZFE, des zones à faible émission, quand on dit qu'on la termine, c'est la preuve que le gouvernement fait un pas de recul sur la conscience écologique. Donc la fin des ZFE en est un. La prime Rénov' sera moins généreuse et moins contraignante, ça c'est annoncé, on le sait. Voilà. Et ce que je trouve plus intéressant encore, c'est les reculs européens sur la CSRD. Vous savez ce que c'est que la CSRD? C'est la contribution... Alors, comment c'est l'acronyme, je ne sais plus le titre exact. Vous le savez peut-être, non? Ou Dominique, tu sais? C'est une série de normes comptables et financières qui permettent de comptabiliser dans les entreprises ce qu'on appelle les externalités positives et négatives, c'est-à-dire l'impact de l'activité économique sur l'environnement. Par exemple, si vous avez une activité... Alors, c'est de l'anglais, ouais. Corporate Sustainability Reporting Directive, directive sur le report... Voilà, merci. Donc l'idée, c'est de dire que, par exemple, si vous avez une entreprise qui a une activité qui a tendance à souiller les sols, par exemple, eh bien, cet impact-là doit être intégré dans la visibilisation, alors en l'occurrence c'est extra-financier, mais de l'entreprise. Voilà, donc c'est ça l'idée. Et alors, vous avez donc toute une série de normes de CSRD qui ont été édictées notamment par l'Europe.
Et on voit très bien que depuis quelques années, on modifie en fait le périmètre de la CSRD. C'est-à-dire qu'on dit que ça ne concernera plus les entreprises de simplement plus de 50 000 habitants, de 50 000 travailleurs, mais maintenant plus de 100 000 travailleurs. Donc, voyons, on réduit le nombre d'entreprises qui seraient sujettes à cette affaire-là, et on enlève un certain nombre de contraintes, de normes. Donc, c'est aussi un signe que on estime que la question de de la cohérence de la vie de l'entreprise à l'égard de la nature est moins importante. J'ai cité un point qui me semble intéressant et important, c'est l'importance des facteurs géopolitiques aussi sur l'évolution de la question écologique. Et oui, ça a quand même un impact. D'abord, le facteur guerre, de fait, c'est un impact. C'est-à-dire que c'est beaucoup, et on comprend, c'est beaucoup plus difficile de tenir une politique écologique quand il y a la guerre aux portes. Ça, on sait que la guerre est une activité qui pollue énormément, ce n'est pas que ça, hélas, mais ça pollue énormément et ça demande aussi des tas de développements industriels qui sont potentiellement polluants. Donc, ce facteur-là a une conséquence sur la conscience écologique et on a tendance à dire, ben non, l'écologie, on s'en fout. En fait, on a la guerre à la porte de l'Europe. Il est important qu'on fasse autre chose. Voilà. De même, ce qui est intéressant, c'est que, et ça l'exemple de la CSRD, c'est très intéressant, parce que c'est exactement ça, c'est qu'en fait, globalement, on voit bien que l'Europe, qui est plutôt néolibérale dans sa philosophie économique, l'Europe suit le discours des États-Unis sur la question écologique, en disant il faut préserver la compétitivité des entreprises, notamment face à la Chine. Donc ça, c'est un facteur qui apparaît et qui est de plus en plus important. Mais j'ai quand même rajouté le dernier point, parce que c'est un point qu'on ne sait pas, c'est que la Chine est à l'heure actuelle le pays qui investit le plus dans la transition écologique, et de très loin. Ils ont fixé comme objectif la neutralité carbone en 2050, et l'idée, c'est d'y arriver. Et ils mettent tout le paquet là-dessus. Donc c'est quand même impressionnant. On dit que les Chinois ne polluent beaucoup. C'est vrai, ça reste une économie extrêmement fossile, mais en même temps, c'est le premier acteur mondial d'énergie verte. Et voilà. Donc il y a des études qui sont faites là-dessus. N'empêche que la Chine, comme compétiteur, intervient avec des effets, on va dire, de bord plutôt négatifs sur la progression de la conscience écologique, ou du moins le maintien de la conscience écologique dans les pays occidentaux, aux États-Unis et en Europe. Alors les entreprises, là aussi, c'est vraiment très global, c'est très, très macro, mais je pense que c'est intéressant d'avoir quelques éléments. Alors, il y a des études qui montrent qu'il y a un recul, et j'ai mis le mot publication. Ça, c'est un point qui est important. C'est-à-dire que les entreprises ont tendance à moins publier les efforts qu'elles font sur la question écologique. Ça ne veut pas dire qu'elles ont arrêté. Donc, elles ne disent plus qu'elles font. D'accord ? Autrefois, elles disaient, parce que c'est obligatoire. Maintenant, elles le disent moins. Elles ne disent plus qu'elles font. Elle recule sur les engagements ESG. Donc ESG, c'est environnemental, environnement, sociétal et gouvernance, tant aux USA et en France. L'exemple, c'est Larry Flint, qui est le CEO de BlackRock. Vous connaissez BlackRock, j'imagine, qui est le premier fonds de pension au monde et qui, en 2020, dit l'écologie, c'est extraordinaire, on va tout verdir nos investissements. Et en 2023, dit je me retire de cette affaire. Est-ce qu'il a cessé pour autant d'investir dans les énergies vertes, ou etc. Rien n'est moins sûr. Mais n'empêche qu'il ne dit plus, il ne veut plus employer le terme d'écologie dans ses publications. On remarque aussi une frilosité des entreprises face aux militances écologiques violentes. Ça va du risque de réputation au risque matériel. Ça, ce point-là, c'est un point qui ne concerne pas simplement les entreprises, mais qui concerne aussi, dans un autre domaine, j'en profite parce que j'ai un ami qui m'en parlait il y a quelques heures, ça concerne aussi l'engagement des chercheurs, ça concerne aussi le financement des projets de recherche en France. Voilà, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que donc j'ai un de mes amis qui est à l'Institut de physique du globe de Paris, qui est en face de Jussieu, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un institut qui s'occupe de scruter les réactions chimiques, biochimiques qu'il y a dans ce qu'on appelle la zone critique, c'est-à-dire la petite pellicule de vie qui entoure le globe terrestre, là où se concentre la quasi-totalité des réactions chimiques, biochimiques. Voilà. Et donc, il a souscrit à un projet de recherche
de 50 millions d'euros. Donc c'est un truc énorme qui lui avait été attribué par le gouvernement, qui est un projet mixte de recherche avec des sciences de la nature et des sciences sociales, etc. Un certain nombre de choses. Et là, bon, backlash économique, le gouvernement dit c'est plus 50 millions, c'est 15 millions. Donc en fait, c'est toute une équipe de gens qui sont autour de ce projet. Et qu'est-ce qui se passe? Il me raconte cette histoire qui est assez intéressante. Il dit en fait les premiers à avoir quitté le projet nouveau format à 15 millions, ce sont les militants écolos. C'est ceux qui étaient le plus engagés. Pourquoi? Parce qu'ils ont une posture qui consiste à dire c'est 50 millions ou rien. Et donc c'est les premiers à quitter. Et donc cet ami me dit je suis embêté. Moi ce que je me dis 15 millions c'est déjà énorme. On peut faire déjà quelque chose avec 15 millions. Et donc il est obligé de composer une nouvelle équipe avec des gens qui sont beaucoup moins convaincus de la question écologique que ceux qui étaient avant. Vous voyez l'espèce de paradoxe? Donc ça, c'est un point qui est intéressant parce qu'on voit bien que la militance écologique, il en faut. Je ne vais pas dire le contraire, mais il y a un effet qui peut être un effet contraire par rapport à ce qui est visé. Et c'est vrai, je reviens à mon point, c'est vrai pour la question des entreprises. Enfin, il y a encore un autre point, c'est que les entreprises, surtout aux États-Unis, veulent se démarquer du discours woke, ça il suffit ici, considéré comme économiquement néfaste. Et enfin, je cite, le blocage du discours qui associe écologie et lutte des classes. En France, c'est vrai, j'ai rencontré plusieurs responsables d'entreprises qui, eux, disent, mais si l'écologie, c'est la lutte des classes, mon entreprise n'en fera pas. Donc, on peut toujours discuter. J'ai un jeune chercheur qui bosse avec moi au Collège des Bernardins et qui met qui me dit il n'y a pas d'écologie sans lutte des classes. On peut réfléchir à la question. Ça pose une question philosophique d'abord. On peut réfléchir sur la lutte des classes et puis la façon dont ça se passe. Mais en tout cas, ce type de discours-là, ça provoque plutôt une frilosité des entreprises à publier leurs engagements ESG. Voilà. Ceci dit, on repère une croissance des investissements liés à la protection et à la prévention du risque climatique. Alors c'est très précis, c'est-à-dire que, en fait, les entreprises sont de plus en plus soumises aux contraintes qui sont liées à des évolutions climatiques, même en France, et elles sont obligées d'investir de plus en plus. Cela pose une dernière question, qui est une question importante, qui est une problématique nouvelle, c'est l'assurabilité de certaines activités et sur certaines localisations. Et vous savez que les assurances n'assurent plus en France un certain type d'activité située à tel endroit ou tel endroit. Donc c'est selon les problématiques nouvelles. Dans les problématiques nouvelles qui forcent les entreprises à prendre quand même un certain nombre de mesures. J'ai repéré cette phrase de François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, qui dit quelque chose d'intéressant quand même. Le 29 avril dernier, il n'y a pas longtemps, à l'ESSEC, voilà ce qu'il dit, le risque climatique aujourd'hui, ça fait partie du risque financier, ça affecte les développements économiques, ça affecte la valeur des biens qui sont financés et donc la sûreté des prêts et des banques. Ne pas reconnaître ce risque est un déni de réalité. C'est une phrase que je trouve intéressante parce que je pense que ça dit bien quand même les choses. Voilà. Si Villeroy de Galhau le dit, c'est qu'il faut encore que les choses soient bien intégrées, mais en fait c'est quand même présent. Villeroy de Galhau, lui, il est pas du tout climato-sceptique, plutôt contraire. Hein. C'est quelqu'un qui est assez convaincu, comme vous le voyez ici, mais par la question. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai eu la chance d'avoir été à Castel Gandolfo le 1er, 2, 3 octobre dernier, autour du pape Léon, pour célébrer les 10 ans de Laudato Si. Cet événement était composé de 2 parties. Il y avait un premier événement qui était très public, avec le discours du pape. Il y avait un discours aussi de Schwarzenegger, parce que vous savez que cet acteur est très engagé sur la question écologique, ainsi que de la ministre de l'Intérieur et du Climat du Brésil, qui va assurer une des présidences de la COP 30 à Belém. Et puis il y avait le discours du pape Léon. Cet événement-là, qui avait lieu le 1er octobre, a rassemblé plus de 1000 personnes. C'est à la fois beaucoup et en même temps c'est relativement peu, mais c'est tout de même pas mal. Et puis ensuite, il y a eu toute une série de conférences sur les 2-3 octobre. Et c'est là-dessus que je voudrais, c'est sur cet ensemble de conférences. Nous étions, pour cet ensemble de conférences, 450 invités par le Dicaster pour le service du développement intégral et un truc qui s'appelle Mouvement Laudato Si, qui est piloté par le Dicaster. Peut-être que vous en faites partie ici au Centre Théa au Chardin. Oui, ben c'est bien d'en faire partie. Je veux la pub. Voilà, mais donc et voilà. Et les invitations ont circulé par ces deux aspects.
Donc moi, j'ai assisté à cette affaire, et voilà ce que j'ai repéré, que je voudrais vous partager. D'abord, ce qui était impressionnant, c'est la très forte mobilisation des pays du Sud, qu'on appelle le Sud global, qui était majoritairement représenté, en particulier l'Amérique du Sud. Alors il y a deux raisons à cela. La première, c'est que Pape Léon vient de ce coin-là, comme le Pape François, et la deuxième raison, c'est que la COP30 de Belém, ça se passe au Brésil, dans ces pays. Donc c'est normal qu'ils soient véritablement représentés. Et en particulier, le Brésil qui était présent avec, je ne sais plus 3 ou 4 évêques, un cardinal, etc. Présence aussi des pays du Pacifique et les États insulaires. Alors ça, c'était vraiment intéressant. On a eu une conférence du ministre de Tuvalu. Vous voyez où est-ce que c'est, Tuvalu? C'est une des îles du Pacifique Sud. Et ce ministre qui est alors c'est 98% de catholiques, cette île que j'ignorais. Et cet homme, qui est un théologien, je me suis dit, bah, tiens, même en étant théologien, on peut devenir ministre. C'est pas mal. Donc, ce gars-là dit deux choses. Il dit, en fait, Tuvalu vit par la manne du tourisme, mais donc par une activité qui est extrêmement émettrice de CO2. Et le même CO2 qui nous fait vivre va détruire mon pays dans 150 ans. C'est marrant parce que, enfin c'est marrant, c'est pas marrant, mais vous voyez le caractère, extrêmement existentiel en fait de sa question. Il nous a fait un exposé absolument remarquable sur le voisinage en disant nous sommes loin de vous, mais nous sommes proches parce que ce que vous faites, vos modes de vie ont un impact sur mon pays. Voilà, donc nous sommes loin et nous sommes proches, nous sommes voisins malgré des milliers de kilomètres qui nous séparent. Je trouvais que c'était une réflexion qui était vraiment intéressante. Donc très forte mobilisation des pays du Sud et en revanche une plus faible mobilisation des pays de l'Occident. Alors en France, on était une quinzaine de Français. Il n'y avait que 2 prêtres, il n'y avait pas d'évêques en France, français, et le reste c'était des laïcs, pas de religieux. Une grosse délégation d'Irlande, mais une relativement faible délégation italienne, quasiment pas d'Allemands, quasiment pas de Belges, etc. Aucun évêque de ces pays-là. Donc vous voyez, ça c'est quand même un truc qui, moi, m'a frappé. Et je me suis dit, en réalité, l'écologie est sans doute une question du Sud plus qu'une question du Nord. Ça, c'est un point qui m'a fait réfléchir. Ensuite, ce qui a été assez frappant dans cette conférence, qui était patronnée et bénie par le Dicaster pour la promotion du développement intégral, c'est la ligne extrêmement activiste, en anglais, donc pas en français, mais en anglais. Ça veut dire très engagé. En français, activiste, ça veut quasiment dire militant, donc on n'y est pas encore en anglais, mais c'est quand même vraiment très engagé. Et relativement peu réflexive. Ça, c'est un point qui est intéressant parce que un des messages, c'est de dire, en fait, l'écologie, c'est quelque chose qui touche à la morale, donc avec une injonction morale. Vous devez le faire. Nous devons mettre en pratique Laudato Si, avec le verbe devoir, vous voyez, qui est quand même souvent utilisé. Voilà. Et en revanche, j'ai trouvé qu'il y avait peu de réflexion sur des considérations plutôt cosmologiques, c'est-à-dire la vision du monde. Quelle vision du monde? C'est quoi la vision du monde dans l'Anthropocène? Comment est-ce qu'on habite cette terre dans l'Anthropocène? Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, que tout est lié? C'est pas simple à penser, ces trucs-là. Mais il n'y avait rien là-dessus. Donc ça, c'est à mon avis une faiblesse de cet événement. Mais moi, je le reçois, alors en tant que théologien et aussi en tant que chercheur, comme un appel à chercher davantage et à comprendre ce que veut dire ce fameux « tout est lié » qu'il y a dans l'encyclique Laudato Si. Je prends un exemple. Voilà. De même, un désengagement de la théologie. Ça, c'est quand même un point qui m'a frappé, c'est-à-dire autant un engagement de la morale très fort, mais un désengagement de la théologie sur des questions écologiques. Et ça aussi, c'est quelque chose que je trouve dommageable. Je pense que les théologiens doivent se saisir de cette question-là, de manière plus forte encore que ce qui a été fait auparavant. Et enfin, et ça c'est très très surprenant, une faible représentation des sciences. On en reste au discours classique du GIEC, mais on ne réfléchit pas plus aux choses. Je vous ai dit tout à l'heure que moi j'ai un ami qui travaille sur la zone critique. Ce sont des domaines extrêmement avancés des sciences. Les sciences ont fait énormément de progrès sur la compréhension dont les interactions entre les minéraux, végétaux, les gaz, les fluides et le vivant, etc. Tout ça, ça interagit. On a fait énormément de progrès sur ces questions-là. Il n'y en a pas eu un seul mot
durant cette conférence. Donc pour moi aussi, c'est une faiblesse. Et du coup, on en reste un peu à une vulgate qui a son intérêt, qui est la vulgate du GIEC, mais qui présente elle-même des faiblesses, en fait. On pourra en revenir après, si vous voulez, que je développe ce point-là. Alors, 2 thèmes récurrents. Ça, c'est un point qui me semble être intéressant. Il me reste combien de temps? Ah bon, ça va aller. 2 thèmes récurrents. Le premier, c'est que massivement, il y a un appel à se désengager des énergies fossiles. Ici, j'ai noté une synergie que je n'avais pas forcément vue entre la finance éthique, religieuse, et la question écologique. Vous savez qu'il y a actuellement, notamment dans les pays anglo-saxons, toute une démarche pour non seulement impliquer les organismes religieux, donc les diocèses, les congrégations religieuses, les ordres religieux, etc., de les engager non seulement dans une finance éthique, mais plus que cela, dans une finance conforme à la doctrine sociale de l'Église. Ça ancre un cran plus loin, ce qu'on appelle le Faith Impact Investment. Voilà, les Anglais sont très en avance là-dessus. Il y a une étude très, très, très forte à Oxford qui a été publiée et qui estime que en fait, l'ensemble des actifs financiers détenus par le monde catholique, enfin en l'occurrence il parle du monde chrétien, mais on pourrait parler après du monde catholique, c'est à peu près 1800 milliards de dollars dans le monde. Donc en fait c'est une puissance d'impact énorme. Et du coup, la question, c'est de se dire, mais si on veut faire avancer la question écologique, saisissons-nous de ce levier-là et désengageons-nous des énergies fossiles. Ce message était particulièrement présent lors de cette conférence. Donc ça, c'est quand même un point que je trouve intéressant. Et puis l'autre point, qui était aussi vraiment présent, c'était la nécessité, l'appel à repenser les cadres de négociation multilatérales, ce qu'on appelle le multilatéralisme from below, le multilatéralisme d'en bas, à l'approche de la COP 30. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous savez que les COP, après les publications du GIEC, les COP réunissent un certain nombre de pays pour discuter des trajectoires de chacun des pays sur les émissions de gaz à effet de serre. Et ces trajectoires sont vraiment négociées. Elles sont négociées avec des négociations de type multilatéral. Et ce qui est reproché à ce multilatéralisme, qui est celui de l'ONU, puisque la COP, ça se passe dans le cadre de l'ONU, qui est présent dans le cadre onusien, eh bien, on reproche à ce multilatéralisme d'être favorable à l'Occident et d'être défavorable aux pays du Sud. Pourquoi? Parce que les instances de représentation occidentale sont plus fortes que celles du Sud. L'Occident a développé plus de moyens de faire remonter les problèmes depuis leur propre territoire et depuis leurs propres économies, etc., que les pays du Sud. Et donc là, l'idée, c'est de dire, imaginons un nouveau multilatéralisme qui permette de penser les choses, qui soient, en fait, dans lesquelles les pays du Sud puissent avoir une part égale de celle de l'Occident. Ça, c'est une revendication très forte qui est arrivée dans ce point. Alors, le discours du pape Léon. Le pape Léon a publié un discours que vous retrouverez sur Internet, donc vous pourrez éventuellement le trouver. Là, je vous en donne un petit extrait, mais c'est ce qui, moi, m'a frappé. Donc, ça n'a pas vocation à être une synthèse de ce discours. Mais c'est que d'abord, le pape Léon se situe dans le droit de suite du pape François avec des inflexions. Alors, droit de suite du pape François pour le cri de la terre et des pauvres, ça c'est clair. Le pape Léon l'a redit, c'est une seule crise socio-environnementale, ça c'est un point classique. C'est pas d'un côté la nature et de l'autre côté des pauvres, non, ça marche ensemble. Voilà. Donc ça, le pape François l'a redit. Et il a tellement insisté sur les pauvres qu'on pouvait s'imaginer qu'il sorte bientôt un texte sur la question, ce qui est arrivé avec Dixit-T. Voilà. Ensuite, voilà ce qu'il a dit. Il a dit qu'il fallait passer de la collecte de données à la prise en charge du discours environnemental à la conversion écologique. Vous remarquez que dans cette phrase-là, on a un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le temps de la compréhension est passé, le temps de la réflexion est passé, maintenant, c'est l'action. Alors, ça fait écho à ce que disait Laudato Si au numéro 19, où le pape François disait « ça ne sert à rien d'accumuler une masse de données, l'important c'est que ça puisse provoquer un changement dans le cœur ». Saint Ignace de Loyola dit « il n'est pas important, c'est moins important. Donc, l'important n'est pas d'en connaître beaucoup, mais de goûter les choses intérieurement, n'est-ce pas ?» C'est ça, voilà, ben, c'est la même chose. Mais seulement dans le pape Léon, on voit que là, il y a une inflexion, c'est-à-dire que c'est de dire, en fait,
Le temps de la compréhension est passé, maintenant c'est l'action. Parce qu'il y a des urgences, mais en même temps... Voilà. Ensuite, il a appelé à revenir à l'essentiel. Ça, c'est bien passé dans les médias, donc ça, vous avez dû le savoir. Le cœur, comme le lieu de la raison, de la liberté et des questions ultimes, et notamment de son identité face à Dieu. Ce que j'en déduis, moi, c'est que c'est une vision anthropologique de l'écologie. Il s'agit du cœur qui est l'essentiel, porté au milieu, mais avec un anthropocentrisme situé, ça veut dire un anthropocentrisme en dialogue avec la nature. Donc ce n'est pas un anthropocentrisme absolu, il est en dialogue avec la nature. Voilà. Mais c'est une vision anthropologique, et elle est moins cosmologique, ce que je disais tout à l'heure. Donc le pape Léon s'intéresse moins à ce qui se passe dans la nature qu'à ce qui se passe dans le cœur humain. Alors ce qui est intéressant, c'est la réaction de ceux qui assistaient à ce discours, et qui étaient ces fameux activistes avec lesquels la conférence a continué, et en fait, ils ont été déçus. Il y a eu une déception dans l'Assemblée, il y a eu une déception à l'égard du discours du pape François, parce que le pape François ne se saisissait pas de grandes thèses et de grandes... excusez-moi, du pape Léon. Le pape Léon, voilà, ça a déçu parce qu'il ne suivait pas les grands thèmes un peu militants du pape François, pour le coup, comme par exemple le pape François disant dans Laudate Deum, je crois, il faut arrêter l'exploration pétrolière. Voilà un sujet très clair, ça ne dépend pas de mon cœur, ça dépend de la nature, arrêtons ce truc. Et le pape Léon dit non, l'important c'est le cœur. Donc vous voyez, il y a une sorte de déception. En même temps, il y a un encouragement à l'activisme. Alors l'activisme, vous comprenez que c'est au sens anglais, à tout niveau. Ce qui m'intéresse, c'est tout niveau. Parce que ça, c'est quelque chose qui était présent dans Laudato Si, mais qui n'était pas présent au même titre que dans le discours du pape François. Ça veut dire quoi, tout niveau? Ça veut dire au niveau des individus, mais aussi à tout niveau des structures sociales et entrepreneuriales. Et donc le pape Léon a listé. Il a listé les administrations locales, il a listé communales, locales, régionales. Il a parlé des gouvernements nationaux et il a parlé aussi des gouvernements internationaux. Mais ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que souvent la question écologique, je ne sais pas si c'est... Mais pour moi, c'est le cas. On dit en fait, je m'occupe de verdir ma petite vie personnelle et puis de protester quand le gouvernement fait une bêtise. Mais tous les niveaux qui entrent, en fait, on n'y pense pas beaucoup. Donc, par exemple, moi, je travaille au Collège des Bernardins. Je pourrais très bien faire pression sur, il ne faut pas que je le dise trop fort, mais sur la direction générale du collège pour qu'on soit plus vert. Et en fait, il faudrait que je le fasse. Mais vous voyez, ces niveaux-là, en fait, ils sont moins... Voilà, moins... C'est des lieux d'engagement moindre. Et le pape Léon dit non, c'est vraiment sur tous les niveaux qu'il faut faire pression. J'aurais pu mettre pression entre guillemets, puisque c'est le terme qu'il emploie. Donc il s'agit vraiment d'engager une sorte de rapport de force entre ceux qui portent la question écologique et ceux qui sont en charge de la destinée de nos pays. Et puis voilà, ce que je disais, voilà, peu de mention des problématiques objectives, là j'en ai parlé, arrêter les exploitations pétrolières, etc., et certaines déceptions chez les plus activistes. Alors, que retirer de ces constats et des appels du pape Léon? Alors ça, c'est une sorte de... C'est à la façon dont je tire les conséquences de cette observation que j'ai essayé de faire. D'abord, une conscience individuelle qui reste vive, mais qui est peu portée par les institutions. Ça, c'est clair, peu portée par les institutions. Il faudrait mettre des bémols, mais globalement, c'est quand même le cas. Voilà, une conscience des entreprises, voire un engagement contraint, pardonnez-moi pour la faute, mais frilosité au niveau du discours public des entreprises. Ceci peut expliquer que l'écologie individuelle reste grevée d'un fort sentiment d'impuissance. Et à l'inverse, cela peut expliquer aussi la montée de l'activisme. Les deux phénomènes montent ensemble. Plus le sentiment d'impuissance est grand, plus la tentation, enfin en tout cas la tentation, pardonnez-moi, ce n'est pas le terme, mais plus en tout cas l'activisme va se monter. Mais l'activisme est un phénomène par nature minoritaire. Une attente des chrétiens, et plus d'ailleurs, c'est-à-dire même autour des chrétiens, à l'égard de l'institution, des églises, des pasteurs, des prêtres, des évêques, du pape, ça on en a parlé. En Occident, l'écologie semble condamnée à rester un sujet de mode, allant et venant au gré de l'actualité. Vous vous souvenez, ça c'est la première slide, voilà, quand il n'y a pas trop de sujets économiques, c'est un sujet important. Dès qu'il y a un sujet économique, ça prend le pas. Donc ça reste un sujet de mode, voilà, au gré de l'actualité économique, sécuritaire ou de santé, alors qu'au Sud, ça devient une question existentielle. Ça, c'est un point qui est intéressant. Et ça, je crois que c'est vrai. Au Sud, ça devient une question existentielle. Voilà. Bref, chez nous, l'économie reste un sujet latéral
qui manque de prise au cœur. Et je pense que c'est ça l'intérêt du pape Léon, c'est qu'il a bien perçu cette affaire. Il dit, en fait, ça doit venir du cœur. Et ça, je trouve que le mouvement, pour le coup, est intéressant. Voilà. Alors maintenant, la question que je me pose, j'ai mis une photo de girafe que j'ai prise moi-même parce que je la trouve rigolote et qu'elle se pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et voilà la question, comment peut-on faire de l'écologie plus qu'une mode? Je propose 3 pistes. D'abord, la fin de l'écologie accusatrice, point d'interrogation. Deuxièmement, quelle perspective pour un monde désirable? Et troisièmement, le projet d'une écologie intégrale. D'abord, je crois qu'il faut en finir avec l'écologie accusatrice. Ça, pour le coup, ça me semble être un point important. Ça ne veut pas dire qu'il faut en terminer avec les normes, vous avez bien compris, hein, mais il faut en terminer avec l'écologie accusatrice. Voilà. Les sondages tendent à montrer que c'est un obstacle majeur, un des obstacles majeurs à l'intégration d'une préoccupation écologique. Donc accuser les autres de ne pas être écolo, ce n'est pas forcément une bonne chose. Voilà. L'écologie d'injonction, faite uniquement d'interdits, de normes, installe ce discours comme un discours latéral, exogène aux préoccupations de fond. C'est normal. C'est normal. C'est-à-dire que vous suivez votre route et les injonctions latérales viennent vous dire c'est pas bien, mais c'est pas encore intégré. Vous savez qu'on a exactement ce même phénomène-là dans la Bible. Quand Moïse donne la loi, dans la Bible, la Torah, la loi, c'est pour dire attention, tu vas pas encore bien droit et du coup, il te faut la loi. Et la grande invention de Dieu, du Seigneur, après le Triduum pascal, c'est l'envoi de l'Esprit Saint, la loi nouvelle qui vient faire toute chose de l'intérieur. Et c'est ça qu'il faut viser, évidemment. C'est ce qu'on appelle la conversion écologique. Voilà. Philosophiquement, ça c'est un point qui me semble important, c'est qu'on ne passe pas d'un discours scientifique, style GIEC ou d'autres, ou technique, comme Jean Covici, mais c'est très bien, ce n'est pas une critique que je fais ni au GIEC ni à Jean Covici, mais on ne passe pas d'un discours scientifique ou technique directement à un discours éthique. Ça ne marche pas. Il y a un exemple qui nous le montre assez bien, me semble-t-il, c'est la crise Covid. Vous vous souvenez tous, nos vies ont été régies en particulier par des experts, à tel point même que la responsabilité politique se cachait derrière ces experts. L'expérience montre que ça a été traumatisant pour une bonne partie des gens. Donc cette expérience-là me semble intéressante. Ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse à un type de discours qui articule science et politique. Voilà, ou technique et politique. Il faut qu'on réfléchisse à ce type de discours. Donc ce que j'appelle ici une médiation réflexive. C'est ça un point qui me semble important. Et je pense que cette réflexion, il faut la mener à partir d'une vision du monde, d'une cosmologie. Dans quel monde vivons-nous? Quel est le type de monde dans lequel nous vivons? Quand on dit tout est lié, ça veut dire quoi? Ça indique un monde spécial qui est fait majoritairement de relations et non pas de substances. Autrefois, on appelait les substances, c'est des êtres individuels. Non, les êtres sont tous liés les uns avec les autres. Et il faut réfléchir à une vision du monde qui installe des paradigmes de la vie bonne. J'y reviendrai tout à l'heure. Exemple de ce travail, il faudrait retravailler la notion de bien commun et des externalités, ou travailler le lien qu'il y a entre les deux, et notamment dans, par exemple, les systèmes comptables. Système comptable, j'ai mis l'exemple d'un système comptable qui s'appelle le système CARE. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Un système CARE qui est une manière de comptabiliser. Vous savez, les manuels comptables, ça véhicule une vision du monde. Ça véhicule une philosophie. Qu'est-ce que tu comptes? Comment tu comptes? C'est une manière d'identifier les choses importantes, les choses qui ne le sont pas, et de dire comment est-ce qu'elles sont importantes. Or, si on cherche à avoir un plan, une compréhension de l'activité d'entreprise tournée vers le bien commun, qui prenne soin de la nature, bien commun et externalité, prendre soin de la nature, il faut peut-être qu'on révise nos manuels comptables. C'est une vraie question. Hein. Au Collège des Bernardins, on a eu toute une recherche sur philosophie comptable et écologie. Et je pense que c'est un point qui est important. Voilà. Bon, on pourrait parler sur énergie et genre de vie, mais j'avance puisque j'ai plus beaucoup de temps, ou formalisation financière et trajectoire environnementale. Vous avez ici des travaux très importants, très intéressants, de Christian Walter notamment, sur la façon dont on formalise les modèles financiers pour évaluer des actifs financiers, de telle sorte que le risque climatique soit intégré à l'intérieur. Ce que disait Villeroy de Galhau tout à l'heure. Donc vous avez déjà des modèles qui essayent de réfléchir à ça, notamment en mathématiques financières. Voilà. Pour faire ce travail-là, pour articuler vision du monde,
la vie bonne, pour intégrer les différentes phases de cette réflexion, il est important de faire des sciences sociales qui savent faire les passages depuis les sciences exactes de la nature jusqu'au domaine de la société, etc. Maintenant, cette réflexion, cette méditation réflexive entre la science et la nature, sur quoi peut-elle s'appuyer? Je vous propose de prendre une chose, c'est qu'au fond, la vraie question, c'est de savoir dans quel monde on veut vivre. Et en fait, c'est la question du bonheur. Cette question du bonheur, elle est relativement absente du débat public. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est normal qu'elle soit absente du débat public, mais n'empêche que c'est quand même une vraie question. Voilà. Moi, je préfère vivre dans un monde en bonne santé, avec des jolies plantes, etc., que de vivre dans un dépotoir. C'est tout bête. Mais vous voyez, cette question du bonheur, quand on pose la question du bonheur, on a déjà dans cette idée du bonheur toute une manière de penser le monde qui intègre aussi ce que j'appelle la périphérie cosmique, c'est-à-dire en fait la santé des environnements. Je vous ai mis une citation de saint Augustin que vous trouvez dans la Cité de Dieu au livre 10, chapitre 1, que je trouve intéressante. Je vais vous dire pourquoi. C'est une certitude pour quiconque use un peu de sa raison. Tous les hommes veulent être heureux. Bon, justement, on est d'accord avec saint Augustin. Mais qui est heureux et comment le devenir? Ces questions, depuis que la faiblesse humaine se les pose, ont provoqué de nombreuses et grandes controverses dans lesquelles les philosophes ont épuisé leur science et leur temps. Donc on espère qu'on n'espère pas épuiser notre science et notre temps, mais ce qui est intéressant, c'est le mot raison. C'est pas cœur, c'est raison. Tous ceux qui usent de la raison ont une idée du bonheur. Et ensuite de ça, c'est les nombreuses et grandes controverses. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut parler du bonheur ensemble, on peut peut-être installer des lieux de dialogue raisonnables où on peut débattre vraiment de ces questions. Et qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on va envisager une société bonne? Eh bien, on peut imaginer quelque chose, on peut imaginer des dispositifs dans lesquels on va parler, on va dialoguer, on va débattre de ces choses de manière raisonnable. La question du bonheur, quelques petits éléments que j'ai tirés de la doctrine sociale de l'Église. Qu'est-ce que nous voulons au fond de nous-mêmes? Eh bien, ça c'est l'éclairage de l'Église. Donc c'est comme ça qu'elle réfléchit. C'est ce que vous trouvez dans les encycliques et dans les textes de l'Église. L'Église a réfléchi sur ce que c'est que le bonheur. Elle dit en fait le bonheur est d'abord composé du bien personnel, dont dans la foi chrétienne on dit qu'il trouve son accomplissement en Dieu. Ça c'est une thèse de la foi. Moi je travaille avec 80% de chercheurs qui ne sont pas chrétiens. Je ne suis pas sûr qu'ils soient capables de ratifier cette phrase jusqu'au bout. Mais néanmoins, accomplissement personnel que chacun vise au fond de son cœur et dont l'accomplissement total est en Dieu. Ça, c'est le bien personnel. Ensuite, le bien commun universel de la création tout entière, c'est quoi? C'est son épanouissement dont Dieu est l'auteur et la finalité. C'est-à-dire que la création est appelée à s'achever en Dieu. Je ne vais pas parler de ça, mais c'est vraiment une thèse biblique très forte. Et enfin, la doctrine sociale de l'Église distingue un troisième type de bien qu'on connaît facilement, le bien commun des sociétés. Donc voilà. Et je vous ai mis une citation un peu complexe, mais qui me semble intéressante. Je ne vais pas la commenter, vous pourrez la retrouver dans le PowerPoint. Ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Mais alors, la thèse qui est importante, c'est celle-ci. C'est que le bien commun des sociétés doit garantir le bien personnel et le bien de la création. Quand je dis garantir, je dis au moins installer les conditions de la possibilité du bien personnel et du bien de la création. Alors, je vous ai mis ça parce qu'on voit que, vous voyez, quand on parle du bonheur, on peut avoir plusieurs tranches de bien, entre guillemets. On peut avoir le bien personnel, le bonheur personnel, mais le bonheur personnel et ou le bonheur communautaire, le bien commun. Et en fait, le troisième cercle, le plus large, mais qui est aussi important, c'est le bien de la création tout entière. Quand l'Église réfléchit au bonheur, c'est globalement comme ça qu'elle réfléchit, avec ces trois niveaux-là. Donc ça, c'est l'éclairage de l'Église. Alors, comment est-ce qu'on installe ces lieux de dialogue où on peut parler d'un bonheur comme celui-ci? Ça, c'est une vraie question dans une société laïque comme la France, postmoderne, on pourrait rajouter. Voilà. Alors, c'est vraiment quelques éléments. J'ai mis des noms entre crochets parce que ce sont des noms, alors Saint-Augustin évidemment, mais Jean-Marc Ferry, philosophe, vous savez, le frère de Luc Ferry, vous avez entendu parler de Luc Ferry, le ministre, son frère est philosophe, et c'est un type qui a écrit des trucs assez intéressants sur justement les espaces
les espaces de dialogue où se construit ce qu'il appelle la raison publique, c'est-à-dire une raison commune dans laquelle, croyants et non-croyants, on peut élaborer ensemble un projet social, un projet de société. Voilà. Mais l'idée est toujours la même, c'est que l'idée, c'est de trouver des espaces de discussion pour la raison, là je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, où on met les anathèmes à la porte. On a tellement l'habitude de se balancer des anathèmes. Tout à l'heure, je parlais de l'écologie accusatrice. On a tellement l'habitude de se balancer des anathèmes à la figure, qu'on pourrait les laisser à la porte pour discuter de manière sur une base rationnelle, ce que j'appelais de l'anathème au logos. Voilà. Je pense que la fracturation des sociétés, c'est-à-dire la division des sociétés, est un obstacle à l'avancée de la question écologique. Tout à l'heure, je disais, le fait que l'écologie soit préemptée par un parti à gauche est un obstacle, mais vous avez ici le reflet de cette thèse-là sur une analyse de la société. La fracturation de la société est un obstacle à l'avancée de la question écologique. Voilà. Comment manifester un art de vivre chrétien selon la conversion écologique ? Pourquoi je dis ça ? C'est parce que les discours ne suffisent pas. Les discours ne suffisent pas. C'est-à-dire que je suis persuadé que la question avance et que le discours peut s'installer parce qu'il y a des gens qui déjà sont engagés de manière, j'ai envie de dire, paisible, alors selon la conversion écologique, dans ces questions-là. Soit au niveau individuel, par exemple la guerre du voisinage, familial, etc., soit au niveau des institutions. Mais cette condition-là me semble être un point, vous voyez, c'est vraiment un dispositif. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'essayer de trouver ce genre de dispositif. Ce qu'on essaye de faire au Collège des Bernardins, où on accueille chrétiens et non-chrétiens, ce qu'on peut faire ici au Centre Teilhard de Chardin, ce qu'on pourrait faire en paroisse, moi je suis prêtre en paroisse, mais on pourrait tout à fait imaginer des choses comme ça en paroisse, où on réfléchit, etc. Et on trouvait d'autres lieux, chrétiens et non-chrétiens, où on peut installer une éthique de dialogue, où on parle vraiment de ces choses, au fond, dans quel monde on veut être. Et c'est évident que si on travaille sur ces questions-là, on va toucher la question écologique, c'est évident, ça fait partie du bonheur, ça fait partie de ce qui est voulu, ce qui est désiré au plus profond, me semble-t-il. Le but que nous avons à viser, ou du moins ce que nous avons à porter comme conviction plutôt, c'est que le bonheur s'atteint dans l'amour de Dieu et du prochain, c'est-à-dire dans la relation. Ça, c'est vraiment une thèse profondément biblique. Hein ? Oui, il y a quelque chose du Teilhard de Chardin. On pourra revenir, en fait, exactement. On pourra revenir à Teilhard de Chardin. Mais c'est clairement ça. Vous pensez au point oméga, je pense. Mais c'est vrai. Et ça, c'est le grand génie de Teilhard de Chardin, c'est d'avoir une compréhension à la fois intensive et historique de l'amour avec le processus évolutif. On peut en revenir là-dessus si vous voulez. Voilà. Pour les chrétiens, le monde désirable est un monde de relations. Ça me semble être un point vraiment capital. J'ai envie de dire, vous savez, il y a une autre manière de dire les choses, c'est de dire que ce qui pollue le plus, c'est l'individualisme. Ben oui, ce qui pollue le plus, c'est l'individualisme. C'est tout bête. Donc si on veut, dans le monde qui est le nôtre, polluer moins, faisons les choses ensemble. Voilà. La création, en tant qu'elle est remplie de cet amour, c'est-à-dire d'un monde de relations, c'est-à-dire de relations qui sont atteintes, qui sont accomplies dans l'amour, la création qui est remplie de cet amour, je l'appelle le royaume de Dieu. Quand Jésus dit « le royaume de Dieu est tout proche de vous », on peut entendre pas simplement la relation qu'il veut nouer dans les cœurs et la guérison qu'il veut donner les cœurs, mais aussi le fait que nous sommes désormais habilités à répandre cet amour dans la création. La création remplie de cet amour, c'est ce que j'appelle le royaume de Dieu. Vous retrouvez ça chez des pères de l'Église comme Irénée de Lyon, des philosophes comme Rosenzweig, Teilhard de Chardin que j'ai cité là, et son point oméga, on pourra y revenir. Voilà. Et je pense... Du coup, ça découle de ce que je viens de dire, qu'il est impossible d'aimer son prochain sans aimer la terre. Ça, c'est la question du bonheur. Impossible d'aimer son prochain sans aimer la terre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Je pense que ça implique, ça inclut l'aimer de la terre. Alors évidemment, le verbe aimer, il n'y a pas le même sens, mais sans prendre soin de la terre, je ne sais pas comment on pourrait dire. Impossible d'aimer la terre sans aimer son prochain, c'est la réciproque. Impossible d'aimer la terre et son prochain sans aimer Dieu, et réciproquement. Impossible d'aimer Dieu sans aimer la terre et son prochain. Le pape Léon l'a dit, il a dit « Comment voulez-vous aimer Dieu que vous ne voyez pas si vous méprisez ces créatures que vous voyez ?» C'est une reprise d'un verset de la première épître de Saint Jean.
C'est la même chose. Mais l'idée, vous voyez que, en fait, si on parle de bonheur comme étant le point focal à partir duquel se dessine un projet de société, bah forcément, pour nous chrétiens, on ne peut pas ne pas parler de la charité, voilà, et de la charité, et donc en fait de l'amour. Voilà. Donc ça, c'est une slide chrétienne. Je ne suis pas sûr, encore une fois, que les chercheurs avec lesquels je travaille seraient tous d'accord. Je pense qu'ils trouveraient que l'idée est très belle. Mais après, ils auraient sans doute des questions. Je vous avais mis une citation de Benoît XVI, parce que ce qui est intéressant, c'est ici de bien voir l'importance des relations interpersonnelles. Benoît XVI, dans Caritas in Veritate, dit « Il faut penser un monde à partir de la relation ». Il faut avoir une cosmologie, c'est-à-dire une pensée du monde à partir de la relation, et non pas à partir des êtres individuels, comme ça se faisait comme ça s'est beaucoup fait dans l'histoire de la philosophie et de la théologie. Voilà, bah évidemment, le pape François. Je vous ai mis ça parce que si vous voulez savoir ce que c'est que l'écologie intégrale, vous l'avez ici au numéro 138 de Laudato Si, avec le fameux « tout est lié ». Eh bien, en fait, vous avez 4 relations. Ça, c'est un truc connu, peut-être que vous le savez déjà, donc je vous le redis, mais vous voyez, c'est vraiment une affaire de relations. Relation au prochain, relation à soi, relation à Dieu, relation à la création. Mais il faut rajouter que toutes ces relations s'appellent les unes les autres. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir de relation au prochain si vous n'avez pas de relation à soi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, dit la Bible. Impossible d'avoir une relation à soi, une relation au prochain, si on n'a pas une relation à la création, et ni à Dieu, etc. Donc on peut faire le petit machin. Dans chacune des relations, vous avez les 3 autres. Voilà. Il y a une conception ferme dans Laudato Si entre amour de Dieu et du prochain, bonheur individuel et social et écologie. Ça, c'est vraiment une thèse massive. On pourrait même dire d'ailleurs que l'écologie intégrale comprise comme ça, c'est une nouvelle définition de ce qu'on appelle le bien commun.